Bonjour, bienvenue dans cette table ronde, dans cette discussion en ligne sur le thème La femme dans la diplomatie slovaque, une table ronde qui se déroule dans le cadre du mois de la francophonie ainsi que de la semaine des femmes dans la diplomatie organisée par le ministère des Affaires étrangères et européennes de la République slovaque. Tout d'abord, quelques recommandations techniques. Aujourd'hui, nous n'avons pas de soutien technique, donc en cas de problème, je vous prie d'éteindre tout d'abord vos microphones. En cas de problème, je vous prie beaucoup de patience. Si occure le pire scénario et je me perds, n'hésitez pas de vous reconnecter dans quelques instants. Aussi, il faut que je vous dise que nous sommes en train d'enregistrer cette émission. On va la peut-être, par cette application MS Teams, on va la peut-être publier sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, j'aimerais bien souligner que cette table ronde a lieu sous les auspices de la Madame secrétaire d'État de notre ministère, Madame Ingrid Brodkova. Et donc, pour ouvrir symboliquement cet événement, on va partager un petit vidéo avec la salutation de Madame secrétaire d'État. Donc, je vous prie de beaucoup de patience et on va mettre, pardon, encore une fois. Encore une fois, pardon. Mesdames et messieurs, chers amis francophones, je suis très heureuse de vous accueillir cet après-midi pour l'ouverture de cet événement consacré aux femmes dans la diplomatie slovaque. C'est avec un réel plaisir que je voulais vous dire quelques mots d'introduction concernant la discussion sur la représentation des femmes dans la diplomatie et la politique étrangère slovaque qui se déroule dans le cadre du mois de la francophonie. Tout d'abord, j'aimerais souligner que la Slovaquie est depuis l'année 2002 l'État observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes ravis de faire partie d'une grande famille francophone des 88 États-Unis par la langue française. L'espace francophone est pour nous le symbole de la diversité culturelle, linguistique et multilatérale. La richesse et la diversité de la langue française nous ouvrent au monde et nous apportent de nouvelles possibilités. Un monde qui compte 300 millions de femmes et des hommes francophones répartis sur les 5 continents. C'est pourquoi notre ministère participe activement chaque année aux fêtes de la francophonie. En tant que femme et francophone, je suis particulièrement heureuse que les organisateurs ont choisi comme sujet de cette édition du mois de la francophonie les portraits des femmes. De mon poste actuel, je m'efforce de promouvoir une proportion plus élevée de femmes au poste supérieur dans notre diplomatie, mais pas à travers des quotas. Le critère principal de la promotion reste la compétence. Je considère qu'il est important que nous rattrapions les pays les plus développés dans le domaine de la représentation plus juste des hommes et des femmes au poste supérieur de notre diplomatie. C'est aussi pour cette raison que notre ministère des Affaires étrangères et européennes organise pour la première fois la Semaine des femmes dans la diplomatie, qui est actuellement en cours. Je suis fermement convaincue que le débat d'aujourd'hui contribuera également à cet objectif. Je vous souhaite des débats agréables et fructueux et je vous invite aussi à profiter des autres événements du mois de la francophonie. Merci beaucoup. Oui, merci Madame secrétaire d'État.
Vous savez très bien que le 8 mars, depuis l'année 1977, déclaré la Journée internationale des femmes ou des droits des femmes par l'ONU. Patientez s'il vous plaît, je laisse entrer. Par l'ONU, un événement qui trouve son origine dans les luttes des ouvrières et des suffragettes du début du XXe siècle pour les meilleures conditions du travail. Et effectivement, le bilan aujourd'hui n'est pas toujours la meilleure. Pour la moitié de la humanité, pour les femmes, dans tous les domaines de la société. Les problèmes plus graves sont les inégalités salariales ou les violences dont certaines femmes sont victimes, avec bien sûr les considérables différences d'un pays à l'autre. Pour en parler aujourd'hui sur la situation des femmes dans la diplomatie slovaque, nous avons sur ce plateau avec nous deux diplomates slovaques, deux femmes brillantes. D'un côté de Paris, c'est l'ambassadrice, Madame Anna Plasad-Muriňová, la déléguée permanente de la République slovaque auprès de l'UNESCO à Paris. Bonjour, bienvenue. Et de Bratislava, c'est la directrice du département de coopération, développement et d'aide humanitaire, Madame Marcela Hanusová. Bienvenue. Tout brièvement, permettez-moi de présenter brièvement nos deux invités. Je vais commencer par Madame l'ambassadrice, Madame Anna Plasad-Muriňová. Madame Muriňová a terminé ses études à la faculté de droit de l'université Comenius et a poursuivi plus tard ses études à la faculté de droit à Panthéon-Assas à Paris, dans le domaine de la protection internationale des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Elle a travaillé pendant plusieurs années comme expert national à la Direction générale de la justice, la liberté et la sécurité de la Commission européenne, donc comme expert national. Et plus tard, pendant la présidence slovaque du Conseil de l'Union européenne, elle a présidé le groupe de travail sur l'élargissement de l'Union européenne et les relations avec les pays candidats. Aujourd'hui, elle travaille comme déléguée permanente de la République slovaque auprès de l'UNESCO à Paris. Sa priorité est de promouvoir les intérêts de la République slovaque au sein de l'organisation, de rendre visible l'expertise slovaque et le potentiel humain de notre pays. C'est pour Madame Muriňová. Madame Hanusová, la directrice du département de la coopération, du développement et de l'aide humanitaire, a terminé les études de l'économie à Bratislava. Elle travaille au ministère des Affaires étrangères européennes pour plus de 20 ans. Elle s'est dédiée plutôt à la diplomatie multilatérale. Elle a travaillé à la mission permanente de la République slovaque auprès de l'OSCE à Paris et plus tard comme chef adjoint de la mission permanente de la République slovaque auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Depuis l'année 2019, elle occupe le poste de la directrice du département de la coopération, développement et de l'aide humanitaire. On va commencer à poser des questions à nos deux invités, mais tout d'abord, pour pouvoir évaluer la situation des femmes dans notre diplomatie, il faut s'inspirer, il faut regarder au dehors, il faut s'inspirer de ce qu'ils font les autres pays. On va donc partager une petite vidéo sur les conditions des diplomates britanniques et plus tard, on va commencer notre discussion avec nos deux invités. Donc, patientez s'il vous plaît, on y va. To do something that was in the public good. The idea of public service really appealed to me. We spent 6 years in South America, and the second of those two postings was in Colombia. I had bodyguards who were with me all the time and an armoured car with windows that thick. I couldn't travel around the country freely. I couldn't do anything without my protection team, and it was really hard. But there was no
threat to my family, so I knew that they were okay, and I knew that the office was doing everything it could to protect me and to keep me safe, and you just have to trust the people around. I've never felt that being a woman in these places has held me back in any way. In fact, you know, arguably, perhaps in Libya, it was easier being, you know, a Western woman in some of these places because you could build a different relationship. So I would say, if you want to do it, don't hold yourself back. Go for it. It's important to make sure you've always got a diversity of perspectives, because it's in bringing those perspectives together that you're going to come out with the best solution. I think it's a really fantastically interesting career to be in. We're very lucky about the quality of our colleagues. I think we're very lucky that we are in a collaborative environment within the civil service. I think the most important thing is that through coaching and training, you understand who you are and how you can take people with you, whether that's, you know, stakeholders who you need to convince through negotiation, or whether it's your team that you need to kind of encourage to kind of come with you. I think the most important thing is to believe that anything is possible. I have met far too many young women who sort of impose limitations on themselves. I don't think the organisation imposes any limitations, actually. I do believe there's genuine equality of opportunity. Merci. Donc, on va maintenant commencer notre débat. Je vous invite à nos deux invités d'activer vos microphones. Tout d'abord, une question pour tous les deux. Pourquoi avez-vous choisi de devenir la diplomate? Madame l'ambassadrice, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et, merci beaucoup aussi au ministre des Affaires étrangères slovaque d'avoir organisé cette discussion, cette conférence. Ça fait partie de la sensibilisation qui est tellement importante dans ce domaine pour vraiment faire sensibiliser la société pour tout ce qui est l'égalité des genres. Donc, pour revenir à votre question, je pense qu'en fait, le moment clé dans ma vie, c'était mes études en Autriche quand j'avais 16 ans. Et pendant cette période-là, mes parents m'ont inscrite dans une école autrichienne, pas internationale, ça malgré mon niveau d'allemand. Donc, c'était vraiment, le début était vraiment très difficile, mais j'ai réussi. Et finalement, ça fut une expérience très, très enrichissante. J'ai aussi vu et j'ai remarqué la différence des approches, la différence des systèmes d'enseignement en Autriche et en Slovaquie. En fait, je me suis dit que j'aimerais donner la même opportunité, la même possibilité à mes enfants pour qu'ils puissent vraiment connaître la culture des différents pays, leur système, les traditions. Et puis, depuis le début, mais surtout lors de mes études à l'université, j'étais beaucoup engagée dans les causes féminines, et même à niveau international. Donc, finalement, le choix était très vite fait. Merci. Parfait. Donc, vous voulez aussi promouvoir pas seulement des femmes, mais aussi votre pays, votre patrie à l'étranger. Madame la directrice, dans votre cas, c'était peut-être pareil? Bonjour à tous et tous. Aussi, je suis heureuse de pouvoir participer au débat dans le cadre du mois de la francophonie qui est consacré aux femmes. Mes motivations étaient un peu différentes. Je dirais que je suis devenue diplomate par hasard, même si c'est un peu rigolo. J'ai travaillé en 1998, j'ai travaillé dans un bureau pour la stratégie de développement de la société, la science et la technologie de la République slovaque. Et on avait les élections parlementaires une année après et le bureau a été supprimé par le nouveau gouvernement. Et puisque j'étais responsable de la coopération transfrontalière et aussi j'ai organisé des réunions de premiers ministres de l'Autriche, de la Hongrie et de la Slovaquie. Donc, le ministère des Affaires étrangères était très intéressé par cet dossier. Donc, j'étais transférée par le décret du gouvernement au ministère.
Donc, c'était mon chemin un peu bizarre au ministère. Mais en tout cas, vous avez un parcours professionnel brillant. Oui, donc ça s'appelle aujourd'hui la trilatérale d'Austerlitz, si je ne me trompe pas. Spolupráca v slavkovskom formáte. La coopération d'Austerlitz, c'est avec la République tchèque. Et mais à l'époque, c'était l'Autriche, la Hongrie et la Slovaquie. Ah, d'accord. Mais oui, c'est par hasard, vos deux carrières ont commencé avec l'Autriche, hein, avoir quelque chose avec l'Autriche. C'est bizarre. Madame l'ambassadrice, selon vos expériences, les femmes sont en général plus présentes dans la diplomatie qu'auparavant, au niveau général, et dans la diplomatie slovaque. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je pense que c'est vrai, définitivement. J'observe cette tendance un peu dans le monde entier, et pas seulement dans le monde de la diplomatie, mais également en général dans le domaine public en tant que privé. On a vraiment eu beaucoup de progrès dans les dernières 50 ans, avec les premières femmes ministres, plus tard premières ministres ou présidentes, la société où les pays ont réussi à adopter les différentes lois sur l'égalité des genres, sur la rémunération, etc. Donc oui, la tendance, elle est là. Les progrès sont là. J'ai fait même une petite recherche et il paraît que la première femme ministre des Affaires étrangères, elle était nommée en Roumanie en 1947. Donc, ça fait déjà un peu de temps. Mais il faut savoir quand même que les inégalités persistent. Donc, on est en fait encore très loin d'avoir l'égalité. Donc, il faut continuer à se battre. Ouais. Pensez-vous que pour obtenir vos postes actuels, vous devriez travailler, de vous efforcer plus que vos collègues masculins? Je sais pas, Madame la directrice. Franchement, je ne crois pas que j'étais obligée de travailler plus dans le passé pour obtenir mon poste actuel, parce que j'ai toujours travaillé avec beaucoup de responsabilités, très sérieusement. Donc, je suis persuadée que c'était la qualité de mon travail et mes compétences qui ont été prises en compte par mes supérieurs qui m'ont offert le poste actuel il y a une année et demie. Donc, je ne crois pas. C'est une bonne nouvelle. Nous sommes très contents de vous avoir ici. Mais quand même, en tout cas, il y a un fait qu'il y a peu de femmes dans les postes de responsabilité. C'est selon vous discrimination, c'est une autocensure ou la moindre performance? Madame l'ambassadrice, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est difficile de dire, mais si je réfléchis, je pense que c'est plutôt la discrimination. Et je peux aussi donner les exemples. Par exemple, quand vous avez les postes à haute responsabilité, il faut consacrer beaucoup de temps dans ce cas, dans le travail. Or, la société considère toujours que ce sont les femmes qui travaillent en plus, devraient s'occuper des enfants, du ménage, du foyer, etc. Donc, si une femme, elle décide de se consacrer exclusivement à son travail, c'est pas toujours encore bien vu. Donc, ça c'est discriminatoire. Pareil pour les postes qui sont considérés plutôt masculins, par exemple dans la science. On sait qu'en général, à travers le monde, il y a maintenant, je pense, seulement 33% de femmes chercheuses. Donc, depuis, je pense, tout petite, les jeunes filles, elles sont un peu découragées, soit directement, soit indirectement, de postuler pour ces postes-là ou de faire des études dans des domaines. Et donc, ça, c'est encore discriminatoire. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que c'est plutôt la discrimination. Et puis, nous, femmes, mais ça vient également avec l'éducation, on a beaucoup d'exigences envers nous-mêmes. Donc, ça joue aussi cette autocensure dans ce sens-là. Donc, l'égalité des genres, c'est vraiment de donner le choix, de donner l'opportunité et à tous les hommes, à toutes les femmes, sans les préjugés. Mais en parlant de la diplomatie slovaque, faut-il des quotas en faveur des femmes? Oui, je peux peut-être commencer. Je ne pense pas que je vais avoir l'opinion qui est majoritaire.
moi, je suis personnellement pour les quotas. Je sais que même parmi les femmes, les opinions sont diverses, mais moi, je ne sais pas pourquoi devrais-je être contre des mesures qui pourraient aider à instaurer la justice et l'égalité. On sait par exemple que dans certains domaines, il y a vraiment les femmes qui sont discriminées. Imaginons un interview dans un cabinet d'avocats où il y a un jeune garçon et une jeune fille. Et les deux, ils scorent le même point, le même nombre de points. Qui va être choisi? Bon, je pense que ça va être le garçon, parce que chez la jeune fille, on se dit oui, mais elle va tomber enceinte, elle va être obligée d'interrompre la carrière. Eh bien, ça n'a aucun lien avec sa compétence, parce que comme j'ai dit, ils ont eu le même nombre de points. Donc, l'idée des quotas, c'est vraiment un peu forcer les employeurs de choisir des filles, pas parce qu'elles sont moins compétentes. Non, on parle vraiment de même niveau de compétence, mais de les choisir même parce que, par exemple, à cause de leur genre, à un moment donné, il va falloir qu'ils s'occupent de leur famille. Donc, les quotas sont là pour un peu empêcher cette inégalité. C'est mon opinion, mais je comprends quand quelqu'un est contre les quotas. Je trouve que les quotas sont un peu mal interprétés. Madame la directrice, est-ce que vous êtes de même opinion? Vous partagez l'opinion de... Comme Anka a déjà dit, oui, je crois qu'il y a quelques raisons ou quelques situations ou peut-être quelques secteurs où on peut installer les quotas. Mais personnellement, je suis contre. Je partage l'opinion de notre secrétaire d'État qui s'est exprimé au début de ce débat. Que je suis convaincue que la décision, si on embauche une femme ou un homme, devrait être fondée sur la méritocratie. Donc, les compétences et l'éducation et les expériences sont primordiales, d'après moi, et pas le sexe. Mais je partage l'opinion d'Anka que et la situation qu'elle a mentionnée, oui, ça fait, il y a des raisons pour les quotas aussi, oui. Ça dépend, oui. En revenant dans la diplomatie slovaque, quelle est actuellement la représentation des femmes dans la diplomatie, dans la politique étrangère slovaque en général? Comment a-t-il développé dans les dernières années? Donc, si je peux commencer peut-être. Ouais. Oui, on a aussi quelques chiffres qui ont été présentés dans la presse récemment. À présent, la proportion de femmes dans la diplomatie slovaque est supérieure à la proportion d'hommes. C'est presque 52%. Il y a un peu de différence entre le siège du ministère ici à Bratislava, où la proportion de femmes est encore plus élevée, c'est presque 55%. En comparaison avec l'étranger, dans nos ambassades, nos consulats, les missions, délégations permanentes. Mais quant au poste de direction, malheureusement, la situation n'est pas idéale. Les femmes occupent 52 postes à responsabilité contre 133 postes attribués aux hommes. Ça fait 30% contre 70%. Donc, on voit qu'on a beaucoup à faire ici pour donner la possibilité aux femmes d'être plus présentes au niveau décisionnel. Oui, c'est intéressant. On a regardé les vidéos sur la diplomatie britannique. Il y a une diplomate qui a mentionné que parfois ce sont les femmes qui elles-mêmes s'imposent des limites et parfois c'est l'organisation qui impose, l'organisation dont elle travaille qui impose des limites. Dans notre cas, dans notre ministère, qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont les femmes qui s'imposent des limites et c'est notre ministère qui les impose? Madame l'ambassadrice. Mais on a parlé déjà de cette autocensure, qu'on est un peu très dur envers nous-mêmes. Ça, c'est vrai, ça vient aussi de l'éducation, je pense. Et puis, on en dit aussi, la diplomatie, c'était pendant très longtemps un monde masculin. Donc, il y a
une certaine vision, il y a une certaine perception. Donc oui, on peut dire qu'il y a aussi certains obstacles qui maintenant ils sont en train, au fur et à mesure, sont levés. Je sais que je suis très, très contente pour maintenant tous les événements que le ministère organise, aussi pour tous les progrès que le ministère a accompli lors des dernières années. Et je vois qu'il y a une certaine ouverture d'esprit et la volonté de discuter franchement sur des mesures à adopter pour encore mieux faciliter la carrière des femmes diplomates. Donc nous-mêmes, nous voyons qu'il y a quand même encore des pas à prendre et je me vraiment réjouis de la discussion qui est en train d'être menée au sein du ministère. Et selon vous, quelle est la meilleure façon de promouvoir la place des femmes au sein de notre ministère? Imaginez, si vous êtes le secrétaire général de notre ministère ou même la ministre, qu'est-ce que vous auriez fait? Je pense la même chose qui est en train de se faire maintenant, je dirais. Donc, il y a vraiment deux types de mesures, je pense. Première, ce sont vraiment des mesures de normes que vous pouvez adopter, mais ça doit être des normes systémiques. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas dépendre d'un ministre à l'autre, mais qui vont vraiment être ancrés dans la hiérarchie ou dans le système, qui vont permettre aux femmes de, par exemple, trouver l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la sensibilisation de la société, des collègues. C'est ça ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, les stéréotypes, ce sont les catégories sociales et donc ils peuvent être changés par la société. Donc, il faut en parler pour que la société s'habitue que les femmes sont dans les postes à haute responsabilité, que les femmes travaillent désormais maintenant dans les domaines qui étaient avant considérés comme le domaine masculin. Donc, ce sont deux mesures, et bien sûr aussi l'éducation, mais ça, je comprends comme la sensibilisation également. L'éducation des enfants, de nos jeunes, ce sont vraiment les mesures les plus importantes. Parfait. Si je peux. Oui, allez-y. Je suis tout à fait d'accord avec Madame l'ambassadrice. Je pense qu'il faut donner dans notre ministère, il faut donner la chance aux femmes qui sont compétentes, qui sont éduquées. Il faut leur donner la chance de participer au concours, mais aussi de réussir. Il faut les encourager par de bons exemples, plus de femmes au poste de direction, plus d'inspiration pour les autres femmes qui toujours hésitent, encore à mentionner l'autocensure. Je suis tout à fait d'accord que les femmes sont plus timides, ils n'ont pas égaux comme les hommes qui battent tout le temps. Donc, et il faut aussi sensibiliser nos collègues masculins ici à tous les aspects de la parité homme-femme dans la société. Et si par exemple on parle d'une mesure concrète, il faudra permettre aux femmes de travailler en temps partiel, de pouvoir travailler à temps partiel pour qu'elles puissent mieux concilier le travail et la vie familiale. Mais ne croyez-vous pas que notre ministère a déjà changé dans les dernières années à cet égard? Oui. Il y a un progrès visible, très visible. Si on compte des postes des ambassadrices au cours des dernières années, il y a un progrès. Et on espère, j'espère tous les deux que ce progrès va encore être plus présent et il va continuer. Tout à fait. Parfait. Madame l'ambassadrice, vous travaillez actuellement comme déléguée permanente de Slovaquie auprès de l'UNESCO. Est-ce que l'UNESCO a-t-elle un programme pour améliorer la situation des femmes, notamment dans les pays du tiers-monde? Est-ce que la Slovaquie participe à ce programme? Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'améliorer la situation des femmes, c'est un peu dans l'ADN de l'UNESCO, on peut dire. L'UNESCO a deux grandes priorités globales. La première priorité, c'est l'égalité de genre et la deuxième priorité, c'est l'Afrique. Donc,
Donc voilà, UNESCO, elle essaie en fait vraiment dans tous ses programmes, dans toutes les activités, promouvoir l'égalité hommes-femmes. L'UNESCO lutte contre l'inégalité, par exemple, dans l'enseignement des filles. Encore, les chiffres disent que 660 millions de femmes et de filles ont été privées de leur classe durant la pandémie. Donc, les chiffres sont vraiment affreuses. UNESCO également soutient les femmes scientifiques, les femmes chercheuses à travers des différents prix, mais à travers aussi des mesures pour faciliter leur coopération. UNESCO également essaie à promouvoir et à renforcer la sécurité des femmes journalistes qui sont encore aujourd'hui menacées à cause de l'exercice de leur travail. Donc, dans tout ce domaine-là, la Slovaquie, bien sûr, soutient beaucoup UNESCO. Plus spécifiquement, mais c'est aussi Madame la directrice Marcella, et c'est très bien. Nous, par exemple, spécifiquement, soutenons un programme au Kenya qui vise à améliorer l'accès à l'eau des communautés, mais aussi surtout des femmes, dans une région en Kenya, à Turkana, qui est une région très sèche. Donc ça, c'est vraiment une mesure qui aide femmes, qui aide les foyers dans ce pays en développement. Je crois que c'est un fait qui est très peu connu que la Slovaquie est tellement dans les pays du tiers-monde. Il y a un projet à cet égard au Kenya, par exemple. Ça serait ma deuxième question pour Madame la directrice. Est-ce qu'une attention particulière est accordée aux femmes dans l'aide du développement, à l'aide au développement? Oui, bien sûr. Dans le cadre de la politique de coopération au développement de la Slovaquie, on applique deux thèmes transversaux qui sont intégrés dans tous les projets, dans toutes les activités. Le premier thème est l'environnement et le changement climatique, et le deuxième, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je dois dire que les projets qui sont discriminatoires à l'égard des femmes et des filles ne peuvent pas être approuvés ou financés par nous. Et puisque tous les deux thèmes n'étaient pas suffisamment transversalisés, cette année, nous avons préparé un partenariat avec UNDP, avec, comment c'est en français, Programme des Nations Unies pour le développement, les lignes directrices, guidelines, comment on peut mieux planifier, réaliser, évaluer ces deux thèmes dans nos activités. Et par nos activités, on aussi contribue au développement durable des pays partenaires, y compris la réalisation de l'objectif numéro 5, c'est l'égalité des genres. En ce qui concerne le personnel qui travaille dans le domaine de la coopération et développement à notre ministère, on a créé, je dois dire, et Anka peut confirmer, l'environnement très féministe. Par exemple, dans mon département, il y a 6 femmes sur 8 personnes. Et dans l'Agence slovaque pour la coopération internationale au développement, qui est une organisation budgétaire du ministère, les femmes sont aussi plus représentées que les hommes. Le nombre de femmes est 13 sur 16 employés. Donc, par conséquent, on devrait réfléchir sur le quota pour les hommes. Oui, ça va dans l'avenir. Les quotas obligatoires pour les femmes dans ce cas. Mais à part de Kenya, quels sont les autres pays de priorité de l'assistance du développement? En bref, on a 3 pays prioritaires qu'on les appelle les pays programmatiques ou programmés. Donc, c'est Kenya, la Moldavie et la Géorgie. Et à part de ces 3 pays, on a des régions où on concentre nos activités, sur lesquelles on concentre nos activités, et ce sont des pays
du Balkan de l'Ouest, puis Eastern Partnership, le partenariat de l'Est. Oui, parfait. Après, on est présent aussi en Afrique, subsaharienne Afrique. Et aussi, on réalise des projets humanitaires autour de la Syrie. Nous sommes très présents là-bas depuis quelques années. Ah, parfait. Madame l'ambassadrice, vous avez mentionné que pendant la pandémie de Covid, la situation des filles et des femmes s'est rendue particulièrement vulnérable. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus à ce sujet? Pourquoi les filles sont-elles plus affectées par les impacts socio-économiques de notre société, dans notre monde ou dans le pays du tiers-monde? Non, mais oui, je pense que l'objectif, on sait qu'en fait, que la crise a beaucoup plus affecté les femmes et les filles. On sait par exemple que la pandémie, elle a fait augmenter le taux de violence domestique, même de 30% dans certains pays, et aussi a empêché en fait aux victimes des femmes et des filles de chercher l'aide à cause de différentes formes d'isolation. Donc ça c'est un gros problème qui existe. Nous savons également que les femmes sont plus susceptibles de tomber dans la pauvreté que les hommes. Et encore une fois, la situation sanitaire a encore aggravé ce problème. Encore, on sait que dans certains pays, les femmes ou les filles, elles ont moindre accès à l'éducation que les garçons. Et ça, c'est encore un chiffre qui a détérioré. Selon l'UNESCO, 11 millions de filles ne pourront plus retourner à l'école après la crise. Donc, ce sont vraiment des faits qui démontrent quel effet dévastateur a eu la crise actuelle sur les femmes et les filles. Au cours de la pandémie, certains journalistes ou certains analystes ont évoqué que les pays dirigés par les femmes ont plus efficacement battu le virus. Par exemple, la Nouvelle-Zélande. Dans quelle mesure pensez-vous que cela c'est vrai? Bon, j'ai lu ça aussi, donc j'ai pas raison de pas y croire. Ça m'est très sympathique. J'ai plutôt réfléchi pourquoi c'est comme ça. J'espère que je ne vais pas dire bêtises ou quelque chose qui va mal être vu par les hommes. Mais par exemple, hier, j'ai participé à l'inauguration d'une plaque commémorative en hommage de 3 femmes, Mirabel, des sœurs qui étaient tuées par le régime de la République dominicaine de l'époque. Ouais. Et il y avait aussi une fille d'une de ces 3 héroïnes qui s'est exprimée et qui a très souvent, lors de son discours, utilisé le mot « les enfants ». Et c'est à ce moment-là où je me dis qu'en fait, nous femmes, quand on prie des décisions, quand on pense, quand on agit, c'est toujours en ayant les futures générations, nos enfants à l'esprit. Je ne veux pas dire que les hommes ne sont pas comme ça, mais je pense que c'est un peu plus naturel pour les femmes. Et donc, peut-être c'est pourquoi aussi nos décisions, elles sont un peu plus efficaces à long terme. Mais bon, j'espère que je n'ai pas offusqué. Oui. Madame la directrice, voudrez-vous ajouter quelque chose? Je dois dire, je suis d'accord avec Anka, mais je ne crois pas que la bonne gestion de la pandémie dépend de sexe. C'est plutôt des compétences, le leadership, l'empathie qui est plus proche aux femmes qu'aux hommes. Et la capacité aussi de calmer la population et de la donner une espoir, une perspective positive. Donc, je crois que ce sont les choses qui comptent. Et je suis sûre qu'il y a aussi des pays qui sont dirigés par les hommes et qui ont réussi dans la lutte contre la pandémie.
Mais, en observant le panorama international aujourd'hui, nous avons la première vice-présidente des États-Unis. Nous avons la femme qui dirige la Banque centrale européenne, une autre femme, une Bulgare qui est le chef de Fonds monétaire international. Récemment, c'est l'ancien ministre ministre des Finances de Nigeria qui est devenu la nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, devenant ainsi la première femme à diriger cette organisation. L'OMC a déclaré que c'est un moment historique. Que jugez-vous du fait que depuis sa création de ces organismes, ce n'est que dans les dernières années, ou particulièrement aujourd'hui, cette année, l'année passée et cette année, que les postes les plus élevés ont été occupés par les femmes? Madame la directrice, peut-être. Je suis d'accord que c'est une réussite pour cette organisation et je m'en réjouis. Et je dirais aussi que l'Organisation mondiale du commerce a montré l'exemple positif aux autres organisations internationales, comme par exemple l'ONU ou l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, parce que dans ces deux cas, par exemple, une femme n'a jamais été élue, n'a jamais été à la tête de ces deux organisations dans leur histoire. Mais vous avez mentionné quelques exemples positifs et je peux ajouter les autres. Par exemple, le Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui existe depuis 70 ans, il a élu, cette organisation a élu l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Croatie, Madame Buric, en 2018 comme la directrice générale. Et puis aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a une autre organisation avec la siège à Vienne, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a l'année dernière qui a aussi élu une femme, Helga Schmidt, une diplomate d'Allemagne, à sa tête. Donc on a des exemples positifs et je vois qu'on peut rester un peu optimiste aussi. On observe un progrès au niveau dans les organismes internationaux. Oui. On nous reste le temps pour les questions, mais avant d'ouvrir les questions aux spectateurs, la dernière question, un peu délicate. En tant que femme au poste dirigeant, comment vous faites pour garder l'équilibre fragile entre la vie privée, la vie professionnelle et la vie privée? On commence par Madame l'ambassadrice. Oui, bon, dans mon cas, c'est vraiment grâce à mon mari, je dois dire. Oui, on partage les tâches. Mon mari, il est un homme avec un esprit vraiment ouvert et il aime autant que moi s'occuper de notre famille. Donc, j'ai vraiment une grande chance. Je pense que c'est aussi grâce à l'éducation qu'il a reçue, qu'il était une éducation de tolérance. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est tellement important. Vraiment, l'éducation est clé pour vraiment faire grandir une génération qui va être ouverte de l'esprit et tolérante. Dans votre cas, ce n'était pas chercher la femme, mais chercher l'homme. Tout à fait. Et Madame la directrice? Donc franchement, c'est pas facile, surtout quand vos enfants sont en bas âge et en plus quand vous êtes par exemple divorcé comme moi. Donc sans l'aide de mes proches, de mes parents, je crois que ça ne serait pas possible dans mon cas. Et à présent, quand mes enfants sont presque adultes, je crois que je peux avoir un peu plus de temps pour le consacrer à mon travail qui est assez exigeant. Donc, c'est la famille aussi qui est importante. Oui, la famille, c'est toujours la plus importante. Il nous reste 10 minutes pour terminer. Je ouvre l'espace pour les questions de part de nos spectateurs. Si vous voulez poser des questions, je vous prie de lever la main dans le chat. Oui. Il n'y a personne.
Ah oui, il y a, oui, Monsieur Sylvestre, vous pouvez activer votre micro et Oui, poser la bonjour, question. bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, j'ai une question peut-être à tous les dames. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Sylvester Trnovec et je travaille dans l'Académie slovaque des sciences. Mais avant de me plonger dans l'académie, j'ai travaillé longtemps comme un prof au lycée. Et je voudrais vous poser une question. On a beaucoup parlé des femmes dans la diplomatie slovaque, mais comment est-ce qu'une jeune femme aujourd'hui peut devenir diplomate? Je sais que beaucoup de jeunes filles vont aujourd'hui aller étudier les relations internationales dans les universités anglophones, francophones, à Prague, à Londres. Et on a dit en Slovaquie, des fois on peut dire, on a trop dit que nous sommes intéressés aux jeunes Slovaques qui retournent des universités prestigieuses en Slovaquie. Mais d'après mes connaissances et mes expériences, quand je parle avec mes anciens élèves, il n'y a pas de place pour eux sur le ministère des Affaires étrangères, surtout pour les jeunes filles. Je peux dire que le ministère des Affaires étrangères a une réputation peut-être la plus pire parmi tous les ministères slovaques en ce qui concerne de l'employé des jeunes Slovaques ou des jeunes filles. On parle beaucoup que devenir diplomate en Slovaquie, il faut avoir des connaissances politiques, il faut avoir une tante qui travaille sur le ministère des Affaires étrangères. Excusez-moi ma sincérité, mais c'est vraiment des expériences que j'ai avec mes anciens élèves. Donc, je voudrais bien demander comment est-ce qu'une jeune fille qui a aujourd'hui 25 ans, elle a fini par exemple London School of Economics, mais elle a été refusée 2 ou 3 fois dans le concours. Même s'il parle bien des langues étrangères, elle a des connaissances, des expériences dans le Parlement européen. Où est le problème? Oui, je vous laisse le temps pour réfléchir et je donne l'espace à Monsieur Kshinian pour poser sa question. Oui, Monsieur Kshinian, vous pouvez activer votre micro, mais vous posez votre question. Bonjour, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier aux organisateurs et aussi aux participants d'avoir fait cette conférence, cette discussion intéressante. Et je voudrais poser une question à Madame l'ambassadrice, parce que moi, je passais un peu de temps en France et il y a une chose qui m'intrigue, c'est que si je parle avec les Françaises, avec les Françaises que je rencontre, elles ont toujours un discours très, très militant, féministe, un peu comme Madame l'ambassadrice. Elles militent beaucoup, tandis qu'en Slovaquie, à mon avis, c'est beaucoup plus rare. Donc, je ne connais pas vraiment beaucoup de femmes qui militent autant que les femmes en France. Et pourtant, en fait, en général, on peut dire que les femmes en France sont plus représentées dans les postes de haute responsabilité que les femmes en Slovaquie. Mais pourtant, en fait, en Slovaquie, on a maintenant la présidente, on a eu la première ministre, en fait, les femmes dans les plus hautes positions politiques. Et c'était aussi intéressant que pendant la campagne de Madame Chaputova, en fait, la question de l'émancipation presque n'a pas été abordée dans le discours, en fait, dans les discussions, dans l'espace public. Donc, je voudrais poser en fait, la question à Madame l'ambassadrice si elle a une idée comment expliquer ça, que en fait, malgré presque une absence de discours disons émancipatrice en Slovaquie, en fait, les femmes peuvent accéder au plus haut poste, tandis qu'en France, on ne l'a pas encore vu. Oui, Madame l'ambassadrice ou Madame directrice, la question numéro 1, si vous voudrez répondre, peut-être pour vous dire que aussi en tant qu'employeur des ressources humaines, je peux vous dire que la concurrence pour travailler au ministère est très très haute. Nous avons
autant de filles que de jeunes hommes très, très préparés, très éduqués, qui parlent plusieurs langues. Et vraiment, c'est très difficile de faire un choix. C'est vraiment... Vous ouvrez une licitation pour un poste au ministère et il y a quelques dizaines de personnes qui se postulent. Donc, c'est là peut-être l'un des problèmes que quand même le nombre de places ici au ministère est quand même limité. Et les licitations ne s'ouvrent pas ni tous les jours, ni tous les mois, ni tous les années. Maintenant, avec les épargnes vu Covid, on est forcé d'aboutir, de cesser plusieurs licitations. Mais si nos invités veulent ajouter quelque chose. Si je peux commencer. Ouais. Oui. Je peux commencer et puis Anka peut aussi répondre à la deuxième question à M. Kshina. Donc, j'avais la même réponse qu'il faut demander notre ressource humaine avec cette question. Parce que je crois, oui, il y a une compétition très élevée au ministère, mais je ne crois pas que les jeunes filles n'ont pas la chance d'entrer le système de la diplomatie. Donc, je ne connais pas de détails, mais je ne crois pas qu'il y a une préférence pour les hommes ou que les jeunes filles doivent avoir des connaissances avec les autres fonctionnaires ou avec des gens qui déjà travaillent à notre ministère. Et parfois, ils sont surqualifiés car il y avait pas mal de problèmes d'embaucher une personne au protocole. Le protocole diplomatique, vous savez très bien, c'est ouvrir la porte, aller chercher la délégation à l'aéroport. Et une fille qui a un diplôme de London School of Economics, c'est quand même un peu overqualified, surqualifié pour le poste. Mais, Madame l'ambassadrice, vous pouvez peut-être ajouter. Oui, mais tout d'abord, je pense que c'est un retour qui est très important et on devrait vraiment se poser sur la question. Moi, je dirais quand même peut-être les ressources humaines, ils pourraient faire une petite recherche pour voir quel est le pourcentage des filles et des garçons ou des femmes et des hommes qui ont été finalement embauchés au ministère pour voir. Donc, c'est la première chose. Moi, je dois dire personnellement, quand j'étais, avant mon poste ici, directrice au sein du ministère, j'ai participé, ou moi, j'ai eu une ouverture dans mon département et j'ai embauché une fille. C'était une femme. Mais bon, c'était aussi un département, on en a parlé parce que c'est le même département où c'est la directrice maintenant, Marcella. C'est le département de la coopération et développement, c'est ce qui est un département très exigeant. Il y a beaucoup de travail, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent travailler là-bas. Mais bon, ça c'était le cas. Et puis, c'est ce que vous dites, il y a peu de postes et la concurrence est très forte. Ce que je peux juste recommander, c'est avoir bien sûr des bonnes études, connaître les langues, mais ce qui peut aider, c'est avoir aussi une expérience pratique au sein du ministère, parce qu'on organise des différents stages, mais aussi dans les ambassades ou les délégations permanentes, les missions permanentes, parce que c'est toujours un plus quand on sait qu'une personne elle a déjà eu l'expérience in-house, on peut dire, ça donne bien sûr des points en plus. Donc, c'est ça ce que je peux conseiller. Et puis, je pense qu'on devrait on devrait regarder un peu plus près, vraiment, par rapport aux différents pourcentages pour voir comment on fait les entretiens. Et pour ce qui est la deuxième question, si j'ai bien compris, donc la question c'est pourquoi les femmes en France sont un peu plus émancipées. C'est ça que les femmes en Slovaquie. Non, excusez-moi de vous interrompre, mais ce n'était pas la question. En fait, c'était plutôt un constat. Ouais. En fait, la question c'est pourquoi, par exemple, en Slovaquie, on a la présidente, on a eu en fait la première ministre. Tandis qu'en France, où les femmes sont beaucoup plus émancipées, où ils sont beaucoup plus représentés dans les postes de haute responsabilité,
elle n'accède pas au plus haut poste. En fait, ça me semble comme un paradoxe sur lequel j'ai réfléchi plusieurs fois. Et par exemple, quand Madame Chaputova a fait, en fait, pendant la période d'élection présidentielle, en fait, la question féminine, la question d'émancipation, en fait, n'était presque pas posée ici, tandis que en France, à mon avis, ça aurait été une avalanche de discussions, etc. Donc, si vous avez peut-être une explication, parce que bon, c'est quelque chose qui m'intrigue. Ouais, pour vous dire, je n'ai pas vraiment une réponse à cela. On va voir, les élections approchent. Finalement, la situation va un peu changer. Là, il y a une candidate très forte pour la présidence. Oui, il y a une candidate comme aussi lors des dernières élections, Madame Le Pen. Mais oui, c'est une bonne question. C'est intriguant, mais en même temps, oui, c'est vrai que les femmes en France sont plus émancipées, ou au moins, on peut dire, dans le discours public. Connaissant certains de mes copines, c'est pas vraiment après le cas dans le foyer. Donc là, même les rôles sont toujours un petit peu sont toujours encore un peu, on peut dire, séparés. Et puis, il faut aussi savoir que la société française est une société vraiment multiculturelle, contrairement à la société slovaque. Et donc, il y a des différentes cultures, des gens qui sont déjà citoyens, mais venant de différents continents, de différents pays, avec des différentes cultures. Où, par exemple, l'égalité de genre n'est pas aussi avancée qu'en Europe. Et donc, ce sont aussi eux, les électeurs. Donc, ça peut aussi expliquer la situation, ça peut-être pourrait aussi expliquer pourquoi les hommes sont préférés. Je ne sais pas. C'est peut-être à cause de cette multiculturalisme. Je sais pas. J'ai pas vraiment une question, mais j'y vais réfléchir. Je vais essayer de venir avec une réponse un peu plus ludique, je dirais, ou un peu plus intelligente. Oui, parfait. Chères dames, chers invités, nous avons épuisé notre temps, donc j'aimerais bien de remercier à nos deux invités, à Madame l'ambassadrice et Madame la directrice, pour leur temps et leur volonté et leurs idées partagées, et vous remercier tous pour votre attention. Passez une très bonne après-midi et suivez le site web de l'Institut français pour les autres événements dans le cadre du mois de la francophonie ou ou le site web de notre ministère pour regarder, pour en savoir ce qui s'organise dans le cadre de la semaine des femmes de la diplomatie slovaque. Un très, très bon après-midi et à la prochaine. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup pour votre patience. Merci. Merci, au revoir. No, počkajte, si vypnem to nahrávanie. Stop recording. Stop